Dans le village de Tounkélan, niché entre les collines rouges de la savane sénégalaise, vivait un homme du nom de Malang Diabaté. Aux yeux de tous, c'était un cultivateur modeste, discret, vêtu de boubou simple, toujours prêt à aider les anciens et les enfants. Mais ce que personne ne savait, c'est que Malang était en réalité l'un des hommes les plus riches de la région. Héritier secret d'une fortune colossale gagnée à l'étranger dans le commerce de pierres précieuses, il avait choisi de revenir dans son village natal et de vivre dans la simplicité. Pourquoi? Parce que Malang voulait savoir une chose: l'amour de ma famille est-il réel ou repose-t-il sur ma richesse? Ses frères, ses neveux, et même certains anciens du village le respectaient, mais Malang avait souvent surpris des murmures. S'il n'a rien à offrir, pourquoi perdre du temps avec lui? Il avait donc décidé de mettre tout le monde à l'épreuve. Un matin, Malang rassembla sa famille sous l'arbre à palabres. Il prit un air accablé, ses épaules courbées par un fardeau qu'il simulait. « Mes enfants, mes frères, mes sœurs. Le destin m'a frappé. J'ai tout perdu à la ville. Il ne me reste plus rien. » Un silence de mort s'installa. Certains baissèrent la tête. D'autres échangèrent des regards méfiants. Un de ses neveux chuchota: « Comment un pauvre va nourrir autant de bouches ?» Ce jour-là, Malang entama son jeu dangereux. Il allait vivre comme un homme sans moyens, dépendant des autres, pour voir leur vrai visage. Depuis l'annonce de sa prétendue ruine, Malang avait changé sa manière de vivre. Il laissa de côté ses repas copieux, ses tissus de lin importés et ses chaussures en cuir. Désormais, il marchait pieds nus, portant un vieux boubou rapiécé. Il refusa d'utiliser sa moto dernier cri, préférant emprunter les chemins de sable à pied, comme les autres. Au village, les murmures s'intensifiaient. Cet homme qui se disait généreux, regarde-le maintenant, incapable d'offrir une calebasse de mil. Peut-être qu'il n'a jamais été aussi riche qu'il le disait. Disait la tante Awa, jalouse depuis toujours. Seuls deux êtres restaient constants à ses côtés. Nafi, sa nièce orpheline qu'il avait élevée comme sa propre fille, et Boubacar, son ami d'enfance devenu griot. Tous deux continuaient à lui parler avec respect, à l'inviter au repas, à l'écouter avec attention. Mais dans sa propre famille, une fissure se creusait. Ses frères commencèrent à l'éviter. Sa sœur aînée, Salimata, murmura à ses fils: « Il est devenu un poids. Que chacun pense à sa maison d'abord. » Malang observait tout cela, chaque regard fuyant, chaque plat qu'on ne partageait plus, chaque sourire effacé. Et dans la solitude de ces nuits, il murmurait: « Si seulement l'amour ne dépendait pas du contenu de nos poches. » Mais ce n'était que le début. Car ce que Malang allait découvrir bientôt dépasserait tout ce qu'il avait imaginé. Les jours passaient et Malang, toujours fidèle à son plan, s'enfonçait un peu plus dans son rôle de pauvre. Il s'asseyait chaque matin devant sa case, fabriquant des paniers pour gagner quelques pièces. Les passants l'ignoraient. Certains enfants le pointaient du doigt en riant. Mais le pire, c'était ce qu'il entendait quand les gens pensaient qu'il n'écoutait pas. Un après-midi, alors qu'il s'approchait du grand manguier, il surprit une conversation entre ses deux frères, Sékou et Bara. « Il n'a plus rien. C'est le moment de réclamer nos parts de terrain. Qu'il le veuille ou non. Ce vieil homme n'a même pas de quoi entretenir un coq. Le champ près du marigot, je le prends pour moi. » Malang sentit son cœur se serrer. Ces terres, il les avait achetées en leur nom, pensant à la postérité. Il leur avait tout donné. Et maintenant qu'il prétendait être sans rien, il voulait le dépouiller. Le soir, il tenta d'aborder Bara. « Mon frère, j'ai entendu. » Mais Bara le coupa net. « Ne viens pas jouer au blessé. La vérité, c'est que tu as toujours été égoïste. Maintenant, tu goûtes à la vie des vrais pauvres. » Ces mots frappèrent Malang plus fort qu'un bâton. Il retourna chez lui, s'assit à l'ombre de son baobab, et pour la première fois, il douta. Est-ce que j'ai eu tort de tester leur cœur? Ou est-ce leur cœur qui est vraiment vide? Mais il n'était pas au bout de ses surprises. Une tempête de révélations s'annonçait, et elle viendrait de Nafi. Ce soir-là, la lune brillait timidement au-dessus du village, et la chaleur des terres rouges semblait porter avec elle des secrets lourds. Dans la case de Malang, Nafi préparait une bouillie de mil, silencieuse, pensive. Elle observait son oncle, assis dans l'ombre, son regard perdu dans les braises. « Oncle, dit-elle doucement, pourquoi fais-tu tout cela ?» Malang la regarda, surpris. « Tout quoi, ma fille ? Ce jeu de pauvreté. Je sais que tu n'as rien perdu. Je t'ai vu, l'autre soir, tu es allé dans la cachette sous l'arbre. J'ai vu les coffres. » Le silence tomba lourdement entre eux. « Tu m'espionnes ?» demanda-t-il, plus triste que fâché. « Non. Je m'inquiète. Tu souffres en silence. Tu testes des gens qui ne méritaient même pas ta générosité. » Malang laissa échapper un soupir long, douloureux.
Je voulais connaître la vérité, voir qui m'aimait vraiment. Mais ce que j'ai découvert me brise un peu plus chaque jour. Nafi s'approcha de lui, posa une main douce sur son épaule. Alors laisse-moi t'aider. On va voir jusqu'où va leur hypocrisie. Mais promets-moi une chose. Laquelle? Qu'à la fin de cette mascarade, tu remettras les masques en place, mais à ta façon. Un sourire triste passa sur les lèvres de Malang. Nafi était plus que sa nièce. Elle était sa conscience. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le lendemain, un événement allait tout bouleverser. Un acte de trahison, signé de l'un des membres de la famille. Le soleil s'était à peine levé que les tambours du marché résonnaient déjà dans le village de Tunkelan. Malang, comme chaque matin, portait un panier d'igname pour le vendre. Mais ce matin-là, il trouva son étal renversé, les ignames écrasés. Une pierre avait été lancée contre sa petite table. Des enfants chuchotaient, des adultes détournaient les yeux. Un seul mot se murmurait. Usurpateur. Perplexe, Malang s'approcha du coin où les anciens se rassemblaient. Il entendit Salimata, sa propre sœur, parler à haute voix. Il fait semblant d'être pauvre pour qu'on le plaigne. Il cache de l'or dans ses champs. Moi, j'ai vu des sacs près du manguier la nuit. Le cœur de Malang faillit s'arrêter. Quelqu'un avait découvert l'une de ses caches secrètes. Et il savait exactement qui. Bara. La veille, Malang avait croisé son frère près de ce champ. Il l'avait vu fouiller, prétendant chercher des mangues. Bara avait trahi, pour de l'argent qu'il n'avait même pas encore reçu. En fin de journée, le chef du village convoqua Malang. Des rumeurs courent. Tu mens à ton peuple. Tu caches de la richesse et refuses de contribuer. Est-ce vrai? Malang, calmement, répondit. J'ai donné plus que je n'ai reçu. J'ai nourri, habillé et protégé. Mais aujourd'hui, je découvre que l'on mesure l'homme à ce qu'il donne, pas à ce qu'il est. Il quitta la case du chef, le regard droit, sans colère. Mais dans son cœur, une décision venait d'être prise. Le moment de renverser le jeu approchait. Et pour cela, il allait avoir besoin de l'aide du griot, Boubacar. Le soir tombait sur Tunkelan, et le ciel se teintait d'orange brûlant. Assis au bord du feu, Malang fit appeler Boubacar, le griot au verbe puissant, gardien des mémoires et des vérités. Lorsque Boubacar arriva, il avait déjà entendu les rumeurs. Son tambour pendait à son épaule, mais ce soir, c'est avec ces mots qu'il allait frapper. « Mon frère, dit-il à Malang, ce village oublie vite. Tu les as nourris en silence, et maintenant, ils t'accusent de tricherie. Que comptes-tu faire ?» Malang le regarda dans les yeux, déterminé. « Il est temps que la vérité soit chantée. Non par moi, mais par ton tambour. Tu veux un appel public. Mieux que ça. Un récit. Une légende. Raconte leur histoire, sans dire leur nom. Que chacun se reconnaisse dans le miroir de tes mots. » Le lendemain, sous l'arbre à palabres, Boubacar convoqua tout le village. Les enfants s'installèrent devant. Les femmes, avec leurs paniers de karité, se posèrent à l'ombre. Les hommes croisèrent les bras, curieux. Boubacar s'avança, leva les bras et entonna. Écoutez l'histoire du lion qui devint chèvre, pour connaître le cœur de sa meute. Il raconta, sans citer Malang, comment un roi avait choisi de se déguiser en pauvre, pour sonder l'âme de ceux qu'il aimait. Il parla des trahisons, des vols, des rumeurs. Des masques qui tombèrent quand les pièces d'or disparurent. Les murmures s'intensifièrent. Il parle de Malang. C'est une parabole, mais on se reconnaît. Et dans le silence final, Boubacar dit. Celui qui a trahi un cœur sincère a tué sa propre noblesse. Ce fut un coup de tonnerre sans pluie. La honte s'abattit sur le village. Mais ce n'était qu'un début. Car ce soir-là, Malang reçut une visite inattendue. Son frère Sékou, les yeux pleins de remords. Le clair de lune baignait le village dans une lumière pâle, presque mystique. Malang s'installait devant sa case lorsqu'il aperçut une silhouette s'approcher, lente, hésitante. C'était Sékou, son frère cadet, celui qu'il avait élevé comme un fils après la mort de leur père. Sékou s'arrêta à quelques pas, la tête baissée. « Je suis venu pour te demander pardon. » Malang resta silencieux, l'observant longuement. Sékou n'avait plus la prestance arrogante des jours passés. Son pagne était froissé, ses sandales poussiéreuses. Il semblait brisé. « Je t'ai jugé. J'ai ri quand tu tombais. J'ai cru que tu n'étais plus rien. Et aujourd'hui ?» demanda Malang calmement. Sékou leva enfin les yeux. « Aujourd'hui, j'ai vu mon reflet dans les mots de Boubacar. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. » Il s'agenouilla, les paumes ouvertes, comme le veut la coutume de pardon. « Si tu ne veux plus de moi comme frère,
je le comprendrai. Mais sache que j'ai honte. » Le silence dura. Puis Malang se leva, l'aida à se relever, et dit simplement: « Je ne t'ai jamais perdu comme frère. C'est toi qui t'étais égaré. » Ils s'enlacèrent. Mais au fond de lui, Malang savait que Sékou n'était pas le seul à avoir fauté. Et que d'autres n'avaient pas la moindre intention de demander pardon. Car pendant que les deux frères se réconciliaient, Salimata et Bara, eux, préparaient leur prochain coup, faire signer à Malang un acte de vente de terrain, sous de faux prétextes. Alors que l'aube dorait les collines de Tounkélan, Salimata et Bara se retrouvaient discrètement dans la case arrière de la concession familiale. Autour d'eux, des documents, des pots d'encre noire, et un plan minutieux. « Il ne se doute de rien », dit Salimata en frottant ses mains, et avec son état d'esprit actuel, il signera sans poser de questions. On lui fera croire que c'est une demande du chef du village. Une simple formalité. Une fois signée, la terre près du fleuve nous appartiendra. Elle vaut une fortune. Ils ricanèrent, oubliant que la terre dont ils parlaient était celle où reposaient les ancêtres. Où Malang venait prier en silence chaque fin de semaine. Le lendemain, Bara se rendit chez Malang, le visage baigné de fausses sollicitudes. « Grand frère, le chef a lancé une nouvelle mesure. Il veut régulariser les titres fonciers. Il faut signer ici. C'est juste administratif. » Malang prit le document. Il lut lentement, mais il sentait quelque chose de louche. Les mots étaient vagues. Les limites du terrain floues. Il ne dit rien, mais répondit: « Je signerai ce soir. Ramène le papier à la tombée de la nuit. » Bara acquiesça, sans se douter que Malang, en secret, avait fait appel à Boubacar pour faire lire le document à l'ancien instituteur du village. Quand l'homme vint dans la soirée, ses mots furent clairs. « Ce papier ne régularise rien. Il donne à Bara et Salimata la pleine propriété de ton champ sacré. S'ils le vendent, ils peuvent construire ou exploiter, même au-dessus des tombes. » Malang sentit une chaleur monter en lui. Pas de colère, non. Une déception profonde. Ils veulent voler même la terre où repose notre mère. Mais il ne déchira pas le papier. Il avait une autre idée, les confronter en public. Le lendemain, une chaleur écrasante pesait sur le village de Tounkélan. Les tam-tams avaient été frappés à l'aube. Un appel à rassemblement urgent sous l'arbre à palabres. Tout le monde s'y rendit, intrigué. Au centre, Malang se tenait droit, le visage calme, un parchemin roulé dans la main. Autour de lui, les anciens, le chef du village, Boubacar le griot, et plusieurs villageois, dont Bara et Salimata, qui feignaient l'ignorance. « Peuple de Tounkélan », commença Malang, « voici un document qu'on m'a demandé de signer. » Il le déplia lentement, le tendit au chef, puis à l'ancien instituteur. « Lisez à haute voix, que chacun entende. » Lorsque les mots « cession définitive », sans possibilité de retour, et « terrain au bord du fleuve » furent prononcés, des murmures éclatèrent. Quoi? Ils veulent lui voler le champ sacré? La terre des ancêtres? C'est une honte. Salimata tenta de parler, mais Malang leva la main. Toi, ma sœur, et toi, mon frère, vous n'avez pas seulement tenté de me voler. Vous avez voulu piétiner les racines de notre histoire. Boubacar s'avança, tambour battant. Ce que vous avez fait dépasse la trahison. Vous avez vendu votre propre sang pour quelques pièces. Le chef du village, visage fermé, déclara: Salimata, Bara, vous serez convoqués devant le conseil, et interdit de toute transaction jusqu'à nouvel ordre. Les deux se levèrent en protestant, mais les regards accusateurs les firent reculer. Malang, lui, se contenta de ramasser le document et de le brûler à la flamme d'une torche. Ce qui vient de la terre, retourne à la terre. Un silence respectueux suivit. Mais dans l'ombre, une autre menace se dessinait. Un étranger, arrivé récemment au village, avait appris que Malang était peut-être bien plus riche qu'il ne le prétendait. 3 jours après l'incendie symbolique du faux contrat, un homme débarqua dans le village de Tounkélan. Haut de taille, vêtu d'un boubou neuf, les lunettes fumées sur le nez malgré l'ombre, il se présenta comme Monsieur Kema, investisseur de la capitale. Il alla directement saluer le chef du village, puis s'intéressa rapidement aux terres, surtout à celles proches du fleuve. J'ai entendu dire qu'un vieux ici possède un domaine oublié. Des hectares inexploités. Quel gâchis! Boubacar, en apprenant la visite de ce soi-disant investisseur, se méfia immédiatement. Il le suivit discrètement. L'homme demandait partout. Ce Malang, il n'a vraiment rien? Pas même des pierres précieuses? Un coffre peut-être? Un soir, Nafi revint en courant chez Malang. Tonton, cet homme te suit. Il veut savoir si tu caches une fortune. Il parle à des jeunes du village, leur promet de l'argent s'ils lui montrent ta cachette.
Malang ne répondit pas tout de suite. Il leva les yeux vers le ciel orangé. Voilà que la vraie bête montre ses crocs. Il comprit alors que son test avait ouvert des portes bien plus dangereuses. Le jeu n'était plus une comédie de famille. C'était désormais une chasse. Mais au lieu de fuir, Malang appela Boubacar et Nafi. Il est temps de retourner au lieu secret. Il faut tout déplacer. Et laisser un piège derrière nous. Cette nuit-là, ils partirent silencieusement vers la vieille cachette, sous le manguier sacré. Ce qu'ils firent là-bas allait changer le cours de l'histoire. Car ce n'était plus seulement une question de richesse, mais de survie. Dans le silence profond de la nuit, Malang, Nafi et Boubacar marchaient vers le manguier sacré. Chacun portait un panier, mais ce n'était pas pour cueillir des fruits. Ils transportaient l'essentiel, les petits coffres de pierres précieuses, des documents de propriété, des preuves de transaction, la vérité matérielle de la fortune de Malang. Arrivé sous le grand arbre, Malang s'agenouilla et écarta la terre rouge. La cache était toujours là, intacte. Il retira les coffres un à un, les essuya doucement comme on nettoie des reliques familiales. Ce que j'ai gardé ici, dit-il, n'est pas seulement une richesse. C'est la mémoire d'un exil, le fruit de mes sacrifices. Boubacar ajouta, en déposant un petit fétiche de protection. Alors que la vérité soit enterrée là où l'avidité mourra. Ils creusèrent un nouveau trou, bien plus profond, bien plus loin, dans un vieux puits asséché que personne ne visitait plus depuis des années. Mais à l'ancienne cache, Malang laissa quelque chose. Une simple jarre remplie de pierres banales, recouverte d'un voile doré, et un talisman malien censé porter malchance à celui qui touche sans autorisation. Le piège était en place. 2 jours plus tard, l'étranger, M. Kema, soudoya 2 adolescents pour l'emmener au manguier. Quand il découvrit la jarre, il rit. Il ouvrit, saisit une pierre, puis tomba soudainement en arrière, pris de convulsions. Les jeunes s'enfuirent, hurlant. Le vieux l'a maudit. Il a touché la magie. Le lendemain, tout le village était en ébullition. Kema était reparti sans un mot, fiévreux, effrayé. Malang n'avait rien dit. Il souriait simplement. Mais désormais, la peur changeait de camp. Depuis la mésaventure de M. Kema, un changement subtil s'était opéré dans l'air du village de Tounkélan. Les regards avaient changé. Ce n'était plus le mépris qu'on lisait sur les visages, mais le doute et la peur. Certains évitaient Malang par superstition. D'autres revenaient soudain vers lui, hypocritement bienveillants. Salimata, elle, changea d'attitude du jour au lendemain. Elle vint l'aider à balayer la cour, prépara du couscous avec excès de viande et fit mine de s'inquiéter. « Grand frère, tu sais, les gens parlent beaucoup. Mais moi, j'ai toujours cru en toi. » Malang la regarda longuement. Il ne répondit pas, mais son silence valait plus qu'un discours. Bara, de son côté, essaya de gagner Nafi à sa cause. « Tu sais, ton oncle a toujours été un homme mystérieux. Tu crois qu'il n'a jamais eu de secret? Il pourrait te mettre en danger, toi aussi. » Nafi éclata de rire. « Le seul danger ici, c'est votre avidité. » Pendant ce temps, Malang réfléchissait. Son expérience avait assez duré. Il avait vu le vrai visage de sa famille, mais aussi découvert les rares qu'il aimait sincèrement. Il appela Boubacar et Sékou, et leur dit « Je vais organiser une grande cérémonie. Un grand repas, officiellement pour remercier le village. Mais en vérité, ce sera l'heure du jugement. »« Tu vas tout révéler ?» demanda Sékou. « Oui, mais pas avec colère, avec grandeur. » Car Malang ne voulait pas se venger. Il voulait enseigner une leçon qu'on n'oublierait jamais. Et cette leçon serait servie à table. Quelques jours plus tard, le village tout entier fut invité à une grande cérémonie dans la cour de Malang. Les marmites fumaient, les enfants couraient, et les griots entonnaient des chants anciens. Boubacar, au tambour, rythmait les battements de cœur de Tounkélan. On parla d'une réconciliation, d'une offrande de paix. Mais personne ne savait vraiment pourquoi Malang organisait ce festin. Les gens affluaient, intrigués, attirés par la viande en abondance, le riz parfumé, le bissap frais. Salimata s'habilla de ses plus beaux bijoux. Bara portait un boubou brodé. Tous deux souriaient comme s'ils n'avaient jamais conspiré. Quand tout le monde fut réuni, Malang s'avança lentement au centre de la cour. Il portait un boubou blanc immaculé. Son visage était calme, mais son regard brûlait de lucidité. Il leva la main. Le silence tomba. « Peuple de Tounkélan, je vous remercie d'être venu. » Il marqua une pause, puis poursuivit. « J'ai un aveu à vous faire. Je ne suis pas pauvre. Je ne l'ai jamais été. » Des exclamations jaillirent. Certains rirent, d'autres murmurèrent, stupéfaits. « J'ai voulu savoir si l'amour que vous aviez pour moi dépendait de ma richesse.
Alors j'ai choisi de vivre comme un pauvre, de tout cacher. » Il se tourna vers sa sœur, son frère, puis vers ceux qui l'avaient rejeté. Certains m'ont montré leur vraie nature. Ils m'ont volé, menti, trahi. D'autres, très rares, m'ont aimé sans condition. Il fit un signe de tête à Nafi, Sékou et Boubacar. Ce repas, je ne l'ai pas organisé pour me venger. Je l'ai organisé pour vous apprendre. L'argent peut acheter le respect, mais jamais la loyauté. Le silence devint profond. Même les feuilles des arbres semblaient figées. Puis, lentement, il fit signe à Boubacar. Le griot s'avança, tambour en main, et prononça d'une voix claire. « Celui qui donne sans savoir recevoir ne construit rien. Mais celui qui perd pour voir clair, bâtit un royaume. » Et ce soir-là, autour du feu, le village mangea dans le silence. Non par peur, mais par respect. Le lendemain du festin, le village entier était en émoi. Les langues se déliaient, les consciences se remuaient. Certains ne pouvaient plus regarder Malang dans les yeux. D'autres, comme Salimata et Bara, restaient enfermés dans leur case, rongés par la honte. Mais Malang, lui, n'attendait ni excuses ni applaudissements. Il se leva tôt, comme à son habitude, balaya sa cour, nourrit ses poules, et alla puiser de l'eau. Sa vie continuait comme avant, sans excès ni vengeance. Sékou, désormais redevenu humble et loyal, vint l'aider chaque jour. Nafi, elle, était devenue une fierté du village, et beaucoup venaient la consulter, lui demander conseil. Elle était devenue un symbole de droiture. Un soir, alors que Malang s'apprêtait à allumer son feu, Salimata se présenta devant lui. Pas de bijoux, pas de phare. Juste une calebasse d'eau et des larmes aux yeux. « Grand frère, je suis venu te demander pardon. Pas pour récupérer quelque chose, mais pour retrouver un frère que j'ai perdu à cause de mon orgueil. » Elle tomba à genoux. Bara, arrivé derrière elle, fit de même. Malang les releva doucement. Il posa une main sur l'épaule de chacun. « Je vous ai déjà pardonné. C'est à vous de vous pardonner vous-même maintenant. » Il leur tendit une chaise et leur servit à manger. Ensemble, ils partagèrent un plat simple, comme autrefois, avant que l'argent n'empoisonne les liens du sang. Cette nuit-là, pour la première fois depuis longtemps, Malang dormit sans poids sur la poitrine. Mais il ne savait pas encore que son histoire allait dépasser les frontières de Tounkélan. Quelques semaines après le festin et les réconciliations, la vie à Tounkélan avait repris son cours. Mais quelque chose avait changé. Les gens cédaient davantage. Les regards étaient plus vrais. Et les anciens racontaient aux enfants une histoire qu'on appelait désormais « l'homme au cœur d'or caché ». Mais l'histoire ne resta pas confinée au village. Boubacar, le griot fidèle, avait commencé à la raconter dans les foires, les marchés et les villages voisins. Avec son tambour et sa voix de tonnerre, il captait les foules. Il était une fois un homme qui devint pauvre pour voir si l'amour était riche. Les gens pleuraient, applaudissaient, réfléchissaient. Bientôt, un jeune conteur de la ville de Kaolack enregistra l'histoire et la transmit à la radio locale. Puis une journaliste venue de Dakar, fascinée par la légende, vint interviewer Malang. Elle s'attendait à trouver un homme fier, peut-être un peu arrogant après sa révélation. Mais elle découvrit un vieillard modeste, assis sous un arbre, réparant une vieille natte. Il lui dit simplement « J'ai caché l'or pour révéler la boue. Mais dans cette boue, j'ai trouvé quelques perles. Et ça, c'est plus précieux que toutes les pierres du monde. » Son histoire fit le tour du pays. Elle fut étudiée dans les écoles, chantée dans les cérémonies, partagée même à l'étranger. Mais Malang, lui, n'en retira aucune gloire. Il continuait à vivre simplement, à partager, à enseigner aux jeunes du village la valeur du silence, de l'observation et de la vérité. Car désormais, il savait une chose, la vraie richesse ne brille pas. Elle se ressent. Des années plus tard, les grands baobabs de Tounkélan continuaient de veiller sur les cases rouges, sur les champs des griots et les pas des enfants. Et sous l'un de ces arbres, toujours assis avec la même sagesse paisible, se trouvait Malang Diabaté, les cheveux devenus aussi blancs que le lait de calebasse. Il ne parlait plus souvent. Il n'en avait pas besoin. Car son histoire parlait pour lui. Nafi, devenue institutrice et conseillère communautaire, racontait à ses élèves. « Mon oncle m'a appris que l'homme le plus fort est celui qui peut voir l'invisible dans le cœur des autres. » Le village prospérait. Les terres autrefois convoitées servaient de centre agricole pour les jeunes. Le champ sacré était devenu un jardin collectif, dédié à l'éducation et à la culture. Et chaque année, une cérémonie était organisée, la journée du cœur nu. On y racontait l'histoire de Malang, et tous les habitants de Tounkélan faisaient des offrandes, non pas d'argent, mais de gestes de solidarité. Un soir, alors que le soleil se couchait lentement derrière la colline, Malang appela Nafi à ses côtés.
Ma fille, je vais partir bientôt. Mais souviens-toi, ce que j'ai semé, ce n'était pas l'or. C'était une graine dans les cœurs. Tu es le jardinier maintenant. » Il ferma les yeux, un sourire paisible aux lèvres. Et dans le silence sacré qui suivit, les tambours se turent, pour honorer l'homme qui avait tout caché pour tout révéler. Ainsi se termina la légende de Malang Diabaté, l'homme qui se fit pauvre, pour découvrir la vraie richesse de l'humanité.